La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir dans le cadre de l'activité Café Philo. Et ce soir, nous allons avoir une programmation vraiment très particulière avec une présentation de Rubens Augustin sur la question de l'éducation et citoyenneté. Mais avant d'arriver là, nous allons justement vous demander de bien vous mettre debout pour l'hymne national de la République d'Haïti, la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos points de terre, du sol, soyons un maître, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau. Mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la baguette, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Merci. Et maintenant, nous allons passer à la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre, de Julio César Barbosa. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza
de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Et comme vous savez bien, il n'y a pas de café philo sans projection. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un entretien réalisé avec Lionel Trouillot sur l'éducation. Et là, vous allez avoir une idée de ce qu'on va voir dans le cadre de cette causerie qu'on a aujourd'hui. Depuis les années 60, le développement de la sociologie de l'éducation commençait à poser même le problème de la massification de l'enseignement. Et certains chercheurs même arrivent à questionner le rapport entre le système scolaire en place et l'inégalité sociale qui caractérise certaines sociétés. Par exemple, des auteurs comme Langouet parlent de la démocratisation de l'enseignement, pendant que quelqu'un comme Merle parle plutôt de la démocratie ségrégative pour montrer le rapport existant entre les inégalités des résultats et les inégalités sociales. Dans le cadre de cette conférence, de cette causerie d'aujourd'hui, on va sûrement revenir sur cette thématique, question de éducation, citoyenneté. Donc, pour faire court, nous allons présenter notre conférencier du jour. Notre conférencier, c'est Rubens Augustin. Il est sociologue de formation, philosophe et enseignant. Il va nous entretenir pendant une bonne trentaine de minutes sur le thème « Sens de l'école et apprentissage de la citoyenneté », une lecture questionnant de la crise sociétale haïtienne. Et nous vous demandons de bien vouloir l'applaudir pour sa présentation. Avant de commencer, je tiens à saluer tout l'auditoire de Café Philo. Et je crois que c'est un réel plaisir pour moi d'avoir le précieux privilège de vous entretenir un peu sur une question qui est vraiment importante, une question qu'on ne peut pas s'en échapper, c'est à savoir l'éducation. Mais avant même de commencer, je vais essayer de faire toute une certaine considération sur le concept en question et je vais reprendre en quelque sorte le concept de Colette Crémieux, à savoir l'éducation comme concept valise. Autrement dit, dans le concept de l'éducation, il y a tout un ensemble de questions, il y a tout un ensemble de concepts qui lui sont connexes. Par exemple, si on parle de l'éducation, on ne peut pas parler de l'éducation sans avoir fait recours à des concepts comme l'enseignement, également ce qu'on appelle la formation. Mais je ne vais pas essayer de rester seulement au niveau conceptuel.
pour le mot ou pour le concept de l'éducation, je dois d'abord vous rappeler du sujet. Le sujet, c'est sens de l'école et apprentissage de la citoyenneté, une lecture questionnante de la crise sociétale haïtienne. Vous allez essayer de voir avec moi que la question de l'éducation peut être un vecteur expliquant la crise de la société haïtienne. Vous allez essayer de voir tout au long de mon exposé. Bon, j'espère que je vais le faire dans les 30 minutes que j'ai. Même si je n'aurai pas suffisamment de temps, je vais essayer de le faire. Ce sur quoi j'aimerais vous attirer l'attention, c'est sur le fait qu'il y a tout un mélange entre l'éducation et la question de la citoyenneté. Ce qui fait qu'on a tendance souvent de se demander est-ce que l'éducation comme concept peut expliquer toutes les dimensions qu'il y a de la crise d'une société. Par exemple, il y a cette considération qu'on a fait dans le texte de Colette Crémieux, à savoir la citoyenneté à l'école, et l'auteur même a attiré l'attention sur le fait qu'on ne peut pas reposer tous les problèmes sur le dos de l'éducation. Il y a des problèmes qui ne relèvent pas de l'ordre de l'éducation. Mais ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est l'éducation comme ce qui peut en quelque sorte constituer, ce qui peut alimenter une crise dans une société, ce qui peut être considéré comme la cause, ou du moins une interprétation de la crise de la société haïtienne. Et pour commencer, je vais attirer votre attention sur le fait que l'éducation, c'est un phénomène complexe et c'est également un phénomène social. Pourquoi on dit que l'éducation, c'est un phénomène complexe? C'est parce que l'éducation qui a pour objet l'homme, l'homme étant un être complexe, si on parle de l'éducation qui a pour l'objet l'homme, on ne peut pas voir en l'éducation quelque chose qui est simple, c'est quelque chose qui est complexe. Et vous allez essayer de voir ça. Par exemple, il y a certaines considérations il y a un auteur qui a écrit un texte, c'est Notre beau métier. C'est un texte vraiment intéressant qui attire notre attention sur le fait qu'il y a un distinguo entre ce qu'on appelle éducation et instruction. Généralement, lorsqu'on parle de l'éducation, on a tendance à en quelque sorte confondre l'éducation à l'instruction. Il y a une différence, c'est que au niveau de la philosophie, on démontre qu'il y a une certaine nuance entre éducation et instruction, mais classiquement, on peut dire qu'il y a une différence dans la mesure où on peut considérer, selon ce texte, Notre beau métier, l'éducation comme la formation intégrale de l'homme, comme la formation globale de l'homme, et l'instruction comme la formation partielle de l'homme. Autrement dit, il y a une différence à partir de là. Mais ce que j'aimerais vous attirer l'attention, on a souvent tendance à dire que lorsqu'on parle de l'instruction, cela renvoie directement à un espace qu'on appelle l'école ou les établissements scolaires. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais il y a quelque chose qui est très important lorsqu'on parle de l'instruction. C'est vrai, l'instruction, c'est quelque chose qui renvoie directement aux établissements scolaires, mais ce qui renvoie exactement à l'établissement ou aux établissements scolaires, c'est ce qu'on appelle la formation. Et lorsqu'on parle de la formation, c'est à partir de là qu'on voit qu'il y a une certaine fonction sociale qu'on donne à l'homme de la formation. Lorsqu'on est en train de former quelqu'un, c'est pour le préparer, c'est pour lui préparer pour une place dans la société. Autrement dit, ce quelqu'un aura une fonction qu'il aura à jouer dans la société. C'est du coup la nécessité de parler de la formation comme quelque chose qui prépare à une fonction bien déterminée dans la société. Ce n'est donc pas sans raison qu'on dit qu'il y a un certain rapport entre l'école et le marché de travail. Et par exemple, vous n'êtes pas sans savoir qu'on parle aujourd'hui de pédagogie par compétence. De la pédagogie par compétence, on est en train de développer chez l'enfant ce qu'on appelle tout un ensemble de compétences. Et il y a un ensemble de savoirs également. Par exemple, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-agir. Et cet ensemble de savoirs, par exemple, lorsqu'on parle de savoir-faire, on voit que l'élève qu'on est en train de former à l'école, c'est pour en quelque sorte lui créer un chemin ou lui frayer un chemin vers ce qu'on appelle le marché de travail. Et dans la pédagogie par compétence,
on forme l'élève, c'est pour lui préparer pour ce qu'on appelle le marché de travail. Donc, autrement dit, on est en train de développer une certaine compétence chez cet élève qui apprend ou bien qui est en train de former dans un espace scolaire. C'est la raison pour laquelle on a tendance à s'embrasser de ce qu'on appelle de la pédagogie par compétence qui tient compte surtout du développement des compétences chez l'élève. Et maintenant, si on parle de l'éducation et surtout de la complexité de l'éducation, on peut, par exemple, se référer au texte d'Emmanuel Kant, à savoir Réflexion sur l'éducation. C'est un texte vraiment important dans le cadre de mon exposé. Vous allez voir que à partir de ce texte, Emmanuel Kant a démontré que l'éducation a un rôle spécial et un rôle fondamental. Et son rôle, c'est de former intégralement l'individu qu'on est en train d'apprendre ou l'individu qu'on est en train de former. Mais ce qui arrive, c'est que dans la formation de la logique d'acquisition de savoir, on ne doit pas bourrer la crâne de l'élève, mais de préférence permettre à l'élève de construire ce qu'on appelle le savoir même. Et du coup, ce qui fait voir que lorsqu'on parle de l'éducation comme quelque chose qui est complexe, c'est qu'on est en train de former l'homme dans toutes ses dimensions avec Emmanuel Kant. Et surtout, l'éducation permet de rendre possible ce qu'on appelle un futur meilleur. Un futur meilleur. C'est qu'à travers l'éducation, on peut rester positif. Pendant que nous avons été positif, nous connaissons que l'éducation prend le bail d'essence avec un monde qui est plus ou moins capable de répondre aux exigences de la société. Mais pas dans le sens de conformisme social. Pas dans le sens de conformisme social, mais dans le sens de l'humanité. Par exemple, il y a par exemple un autre texte qui explique ça beaucoup plus. C'est le texte d'un auteur qui est vraiment intéressant. C'est le texte de Henri Pénarus. Henri Pénarus a fait ce qu'on appelle une différence entre la société pour l'école et l'école pour la société. Il y a l'école qu'on est en train, l'école pour la société, c'est comme il y a un établissement scolaire ou bien des établissements scolaires où on est en train de former des gens pour la société, surtout dans une logique de conformisme social. Alors que l'école pour la société, c'est ça même, c'est comme une sorte d'automatisme, c'est comme une sorte de conformisme, c'est que l'élève n'a pas suffisamment de possibilités de réfléchir sur ce qu'on est en train de l'apprendre. Du coup, ça pose problème dans une perspective de la pédagogie moderne. Parce que dans la pédagogie moderne, on favorise ce qu'on appelle le sujet, on favorise ce qu'on appelle le constructivisme. C'est que l'élève est autonome. Mais si on est en train de bourrer la tête de l'élève, on tombera nécessairement dans ce qu'on appelle l'encyclopédisme. Et l'encyclopédisme, par exemple, on a critiqué cette tendance en Haïti, c'est le fait qu'on a tendance à apprendre l'élève beaucoup de choses alors que cet élève n'arrive pas à maîtriser la moindre des choses. Ça pose problème, c'est que dans l'encyclopédisme, alors que si on avait tendance à apprendre l'élève à ce qu'on appelle, à s'élever, parce que le maître ne joue pas un rôle définitif dans la formation de l'élève. Le maître est un simple guide, le maître est un simple tuteur. Autrement dit, le maître n'est pas là définitivement. Il y a un moment dans la vie de l'élève que l'élève ne va pas dépendre du maître. Autrement dit, dans la perspective de la pédagogie moderne, c'est qu'on doit aider l'élève à construire son savoir, mais surtout en favorisant ce qu'on appelle l'autonomie du jugement chez l'élève. C'est ce qu'Emmanuel Kant a attiré l'attention sur le texte de Réflexion sur l'éducation. C'est qu'il faut favoriser ce qu'on appelle l'autonomie de la réflexion, l'autonomie du jugement chez l'élève. C'est fondamental lorsqu'on parle de l'éducation dans la société contemporaine, de la société moderne. C'est qu'il faut favoriser à travers l'éducation l'autonomie du jugement, l'autonomie de la réflexion chez l'élève. Et il y a un autre concept que j'aimerais vous attirer l'attention, c'est un concept
très important, c'est le concept de la citoyenneté. Le concept de la citoyenneté, c'est un concept qui n'est pas nouveau. Et ce concept, on avait l'habitude de parler déjà de la citoyenneté dans l'Antiquité grecque. Et là, on parle de la Grèce antique. Et si on parle de la Grèce antique, je ne vais pas considérer les différents philosophes de la Grèce antique, mais de préférence, je vais considérer ce qu'on appelle la pensée médiévale, la conception de la Grèce antique de la citoyenneté. Comment on avait considéré la citoyenneté ou le citoyen? Avant tout, je dois vous dire très franchement que c'est dans la Grèce antique que le concept a pris naissance, le citoyen. Mais ce qui arrive, l'émergence de ce concept dans la Grèce antique a posé beaucoup de problèmes. Il y a ce qu'on appelle une certaine exclusion, dans la mesure où on pouvait constater qu'un métèque ou un esclave ou une femme, ils ne sont pas considérés comme des citoyens. Ils sont exclus de la citoyenneté dans l'Antiquité grecque. Voilà la conception qu'on avait de la citoyenneté. Aujourd'hui, on pouvait dire que cette conception, c'est une conception ethnique de la citoyenneté. Autrement dit, la citoyenneté a un rapport direct à ce qu'on appelle une certaine appartenance, une certaine naissance. Alors qu'aujourd'hui, la citoyenneté, la conception moderne de la citoyenneté ne tient pas compte de cette exclusion. Il y a toute une certaine inclusion dans la conception moderne de la citoyenneté. Dans l'Antiquité grecque, c'était une certaine exclusion. Tout le monde n'était pas considéré comme citoyen. Exemple, les femmes, les métèques, les esclaves n'étaient pas des citoyens. Et pas seulement dans la Grèce antique, il y a la Rome antique. Et toujours, je suis dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, surtout avec la Rome antique, il y avait une autre conception de la citoyenneté. Et cette conception de la citoyenneté avait ce qu'on appelle un sens politique. Et on a considéré le citoyen comme celui qui a le plein droit civique, civil et politique. Autrement dit, la citoyenneté a un sens juridique dans la Rome antique. Mais ce qui arrive dans cette considération sur la citoyenneté, il y a cette interprétation de la citoyenneté qu'on va également considérer dans la société moderne. Aujourd'hui, on parle du sens juridique de la citoyenneté, dans la conception moderne de la citoyenneté. Dans l'Antiquité, pour résumer la conception même que la Grèce antique ou la Rome antique avait de la citoyenneté, je dois vous dire que cette conception était un peu ethnique. La conception de la citoyenneté dans l'Antiquité. C'était une conception ethnique de la citoyenneté qui était reposée ou qui avait pour base ce qu'on appelle l'appartenance ou la naissance. Aujourd'hui, on n'a pas cette conception de la citoyenneté. Tout simplement, on a hérité. C'est que la conception moderne de la citoyenneté a hérité sa dimension juridique de la citoyenneté, c'est à Rome antique. C'est à Rome antique qu'on commençait par divulguer, qu'on commençait par propager cette idée ou cette conception de la citoyenneté, de la dimension juridique même du terme. C'est que lorsqu'on parle de la dimension juridique du terme, on veut faire référence à ce qu'on appelle les droits civiques, et les droits politiques également. Donc c'est toujours ce qu'on appelle une conception politique de la citoyenneté ou une conception juridique de la citoyenneté. Et il y a par exemple cette considération qu'on peut faire aujourd'hui. C'est que je vais essayer de voir dans la deuxième partie de mon exposé la citoyenneté en Haïti. Alors pour parler du concept de la citoyenneté en Haïti, il faut d'abord tenir compte de la réalité haïtienne. Il y a le texte de Trouillot qui attire notre attention sur le fait qu'on doit repenser la citoyenneté, mais il attire surtout notre attention sur le fait qu'il y a ce qu'on appelle dans la société haïtienne
la primauté du je sur le nous. Alors que lorsqu'on parle de la citoyenneté, on doit tenir compte de la collectivité ou de la communauté. Et lorsqu'on regarde la situation haïtienne, c'est tout à fait contraire. C'est la primauté du je contre le nous. Autrement dit, c'est pas une forme d'individualisme, mais de préférence, c'est ce qu'on appelle une sorte d'ego. C'est que c'est le je qui compte, ce n'est pas nous qui compte. Alors que dans la citoyenneté, c'est le nous qui devrait compter. Et c'est ça la situation haïtienne. Et ce n'est donc pas sans raison que vous voyez dans les institutions, l'individu est beaucoup plus fort que les institutions. Les institutions, c'est l'affaire d'une personne. Par exemple, les partis politiques, c'est l'affaire d'une personne. Et on n'organise pas des élections pour renouveler ce qu'on appelle le personnel même, le personnel qui organise toutes les activités dans ces partis politiques. C'est comme les partis politiques, c'est l'affaire d'une personne. Ce n'est donc pas sans raison. Moi, je ne vais pas citer les noms des partis politiques, mais c'est quelque chose que vous avez l'habitude de voir, que vous avez l'habitude de vivre. Donc, je n'ai pas besoin de citer des noms de partis politiques. C'est pour essayer de vous signaler qu'il y a la primauté du je sur le nous à travers ce qu'on appelle les partis politiques. Mais lorsqu'on parle, exemple, de l'école, il y a à l'école ce qu'on appelle, dans le sens crémieux du terme, Paulette Crémieux a attiré l'attention sur le fait qu'il y a toute une citoyenneté qu'on apprend à l'école. D'où le concept citoyenneté à l'école. Mais comment on apprend un élève, un individu à devenir citoyen? Je ne vais pas essayer de vous faire comprendre que lorsqu'on apprend l'individu à devenir un citoyen, c'est comme si on est en train d'accoler une étiquette de citoyenneté sur l'individu ou l'élève, mais plutôt ce qu'on appelle tout un programme. Il y a tout un programme qui, en quelque sorte, qui inculte, qui transmet ce qu'on appelle tout un ensemble de valeurs. Et ces valeurs peuvent être des valeurs républicaines, par exemple. Lorsqu'on parle de valeurs républicaines, on parle de l'égalité, de fraternité. Ce sont des valeurs républicaines, lorsqu'on parle des valeurs républicaines. Il y a par exemple la façon dont la société s'organise. Ça, on peut apprendre à l'école ces normes. On peut apprendre à l'école ces principes. Et c'est ce qui va en quelque sorte construire le modèle de citoyen qu'on a visé même dans les programmes d'éducation, dans le cours de l'éducation. Ce qui fait que on peut considérer comme Dominique Schneiper que l'école, c'est un lieu par excellence d'apprentissage de citoyenneté. C'est un lieu par excellence d'éducation, d'apprentissage à la citoyenneté. Pourquoi? Parce qu'à l'école, il y a des exercices qui sont proprement citoyens. Par exemple, lorsqu'on a un conseil qui organise des élections dans une salle de classe, il y aura nécessairement un leader qui va, en quelque sorte, diriger cette salle. Ça, c'est un exercice citoyen. Cet élève qui est élu président de la salle, c'est un exercice citoyen. Mais ce qui arrive en Haïti, on prend cet aspect comme quelque chose qui est simple, alors que c'est symbolique dans la perspective d'apprentissage de la citoyenneté. Lorsqu'on fait des élections, lorsqu'on est engagé dans un espace scolaire. Maintenant, si on parle de la citoyenneté à l'école, on peut se demander, est-ce que la société haïtienne ne peut pas vraiment influencer l'apprentissage de la citoyenneté à l'école? Ce qui m'intéresse même dans le cadre de mon exposé. Avant de le faire, je vais vous signaler que si je parle du sens de l'école, il y a toute une théorie qui explique ce qu'on appelle le sens de l'école. C'est la théorie du rapport au savoir.
Et dans la théorie du rapport au savoir, il y a 3 approches. Il y a 3 approches de la théorie du rapport au savoir. Il y a d'abord une approche anthropologique, il y a une approche clinique ou une approche psychanalytique. Et la dernière approche, c'est l'approche sociologique ou l'approche anthroposociologique. Je vais considérer, dans le cadre de mon exposé, la 3e approche, à savoir l'approche sociologique ou anthropologique du rapport au savoir. Avant tout, on doit se demander qu'est-ce qu'un rapport au savoir. Le concept rapport au savoir, il n'était pas forgé par celui qui allait théoriser sur le rapport au savoir, à savoir Bernard Charlot. C'est Bernard Charlot qui a théorisé sur ce qu'on appelle le rapport au savoir, mais le concept ne lui appartient pas. Le concept appartient à un philosophe qu'on appelle Lacan. C'est le concept de Lacan. Et Bernard Charlot allait tout simplement développer toute une théorie autour de ce concept, à savoir le concept de rapport au savoir. Il a considéré le rapport au savoir comme le fait que l'individu est à la fois quelqu'un qui est intéressé, qui s'intéresse au savoir, mais qui développe tout un rapport à ce savoir. Et ce rapport a plusieurs dimensions selon Bernard Charlot. D'abord, il y a une dimension humaine dans le savoir, et ce qui fait que le savoir constitue ce qu'on appelle l'humanité chez l'élève ou l'humanité chez l'individu qui apprend. Et il y a une autre dimension dans le concept de rapport au savoir selon Bernard Charlot, c'est la dimension sociale. La dimension sociale ne sous-tend pas que l'individu qui développe le rapport au savoir est totalement soumis par ce qu'on appelle les exigences du moment ou les exigences de la société, parce que pour lui, ce qui fonde le rapport au savoir, selon Bernard Charlot, c'est ce qu'on appelle l'individu comme sujet. Et lorsqu'on parle de l'individu comme sujet, c'est que le sujet ici, ce n'est pas le sujet dans le sens historique du terme, mais plutôt dans le sens philosophique du terme. Dans le sens historique du terme, lorsqu'on parle de sujet, on fait référence à une personne qui est en situation servile. Alors que lorsqu'on parle de l'individu comme sujet, on fait référence à la capacité de l'individu, la capacité qu'il a de penser, d'agir, etc. Autrement dit, c'est quelqu'un qui est libre. Et c'est ce qui fait son essence même, c'est la liberté, le sujet dans le sens philosophique du terme. Et pour Bernard Charlot, le concept rapport au savoir revient, alors donne à l'individu qui est sujet une certaine, alors sa pleine liberté. Ce n'est pas une certaine liberté, mais sa pleine liberté. Même s'il fait partie d'une société, il est capable de se passer des exigences de la société. Autrement dit, il est libre, il n'est pas soumis, il n'est pas dans une logique conformiste sociale. Et ce qui fait que à l'école, il y a ce qu'on appelle l'influence de la société à l'école haïtienne. Il y a l'influence de la société sur l'école haïtienne. Par exemple, vous pouvez remarquer qu'il y a, je vais le dire en créole, nous sommes capables de remarquer que Gonti Moun qui l'école là, il dit que telle matière pas intéressée parce que je ne peux pas l'apprendre. Par exemple, mathématiques pas intéressée parce que je ne peux pas l'apprendre. Génie civil. Telle matière pas intéressée parce que je ne peux pas apprendre tel bagage. Ça t'a voulu dire que pour lui-même, savoir là, il a un sens utilitariste. Il n'a pas gardé savoir là comme ça qui était capable de construire tout un citoyenneté la Kali, mais il gardé seulement dans le sens que la capable d'aider pour marcher travail. Et c'est ça même qui posait un pile problème lorsqu'on a parlé de l'apprentissage de la citoyenneté à l'école. C'est que l'individu qui apprend n'est pas conscient de ce qu'il apprend.
C'est que li pas garder ensemble de matières comme bagay qui te ka construit citoyenneté pleine et entière, mais plus garder non logique côté que ça utile moins, même que m'pas connaître en géographie pour me connaître département nord qui ça qui là-dedans, pour me connaître département sud qui ça qui là-dedans, ça pas intéressé parce que lui-même c'est pas géographie il va l'apprendre. Et c'est pas en tant que un monde qui géographe libre à l'apprendre, ça pas intéressé. Et c'est ça même qui pose un pile problème dans la question apprentissage de la citoyenneté en Haïti. Autrement dit, élève là pas conscient de ça qui était capable d'utiliser pour une question citoyenneté pleine et entière. Autrement dit, c'est un coup dans l'école n'a formé un morceau citoyen. C'est pas un citoyen et puis nous pas tenu compte des exigences de la société surtout. Par exemple, à l'école haïtienne, on ne forme pas des citoyens conséquents, des citoyens qui peuvent en quelque sorte transformer la société. Voilà le problème qu'il y a dans l'apprentissage de la citoyenneté en Haïti. Donc je termine avec cette considération autour du thème apprentissage de la citoyenneté et sens de l'école. Pour votre présentation. Et sans trop parcourir toute l'intervention de Rubens, nous allons seulement essayer de dire quelque chose sur sa présentation. Par exemple, dans tout le début de sa présentation, il a fait une différence entre la formation traditionnelle et la formation par compétences. La formation traditionnelle qui vise surtout à donner des connaissances à des étudiants, des élèves, et la formation par compétences qui vise surtout à former des individus à des métiers qu'ils vont exercer dans la société. Donc, en ce sens, c'est l'un des problèmes de la société haïtienne où à l'école, on enseigne des matières, mais les élèves, une fois terminés, ils n'ont pas vraiment un métier. Donc là, c'est un problème qu'il a essayé de pencher là-dessus. Après, il a parlé de la conception moderne de la citoyenneté qui est plutôt inclusive, histoire de la citoyenneté dans son sens juridique. Et dans la citoyenneté en Haïti, il a montré qu'il y a une certaine individualisme qui domine. Donc, il pense qu'il y a nécessité d'agir, par exemple, sur l'importance de la collectivité dans la problématique de l'éducation, qui devrait être efficace, par exemple, à l'école, dans l'administration publique, dans les partis politiques, tout ça. Et cette intervention nous permet à poser des questions, par exemple, qu'est-ce qu'on veut apprendre à l'école à des jeunes? Quels sont les besoins de la société en termes de formation? Pour quel développement? Et on a pu comprendre dans son intervention qu'on est plutôt face à un territoire scolaire qui n'est pas homogène. On a une certaine inégalité en termes d'éducation en Haïti, ce qui pose problème de la citoyenneté. On a plusieurs citoyens dans un même pays. Donc c'est tout ça qui fait débat dans la problématique de Rubens. Mais avant de passer, là maintenant on va passer à la phase questions. Mais avant d'arriver là, vous pouvez commencer par formuler vos questions. Mais avant d'arriver là, on va prendre une pause musicale avec une chanson, nous c'est la jeunesse, de collectif des artistes pour la jeunesse. Et là maintenant nous revenons à la dernière partie de notre soirée, c'est la partie questions-réponses. Et nous allons avoir deux groupes de questions avec des personnes qui vont poser des questions et que notre intervenant va avoir la possibilité de répondre à ces questions. Maintenant nous appelons Ediana Pierre-Louis, Wilnick Paul, Wisvel Mondelis qui vont poser des questions sur la conférence. Bonsoir, je suis Ediana Pierre-Louis, âgée de 18 ans. Je suis au lycée Fritz Pierre-Louis. Ma question se résigne sur le rapport du savoir dans lequel vous faites référence de la conséquence de l'apprentissage à l'école sur l'éducation. Si on prend compte des concours universitaires dans lesquels on exige des matières clés à préparer pour être admis, pensez-vous que les élèves sont ultérieurement responsables ou bien ce sont nos responsables de l'éducation qui sont responsables de la gestion de l'éducation dès au classique jusqu'à arriver sur le marché intellectuel? Merci. Alors, je vous remercie pour votre intervention. La question a plusieurs volets. Messieurs, en considérant l'origine de notre formation académique, voulons-nous former des citoyens dignes de cette terre ou des citoyens européens? Deuxièmement, peut-on apprendre à être citoyen? Troisièmement, dans l'Antiquité, vous avez parlé que l'éducation n'était pas obligatoire, n'était pas accessible aux deux sexes. Alors,
On sait bien que les Hébreux, alors ils priorisent l'éducation pour les deux sexes. Est-ce que ces derniers-là n'étaient pas des citoyennes? Moi, son homme qui toujours fait effort pour me sortir dans pour élève là, ça qui fait chaque fois que je prends parole dans l'occasion ça, je suis pas fort pour me poser des questions, même plutôt et faire un point et comme ça m'a bien remettre et intervenant parler. Point par maintenant m'a montré deux obstacles qui gagnent à la question apprendre la citoyenneté. Je suis bien content que amis qui ont posé question ça et en attendant que je construise un argumentaire sur et impossibilité pour nous apprendre la citoyenneté, mais juste pour aujourd'hui, je vais montrer deux obstacles. Le premier obstacle, là, c'est projet société. Je ne pas arriver à comprendre nos pays côté nous voulons moun tout le temps rester tête à tête pour ne pas demander ça voulez que nous apprenions la citoyenneté dans le cas ça. Un projet société a pas demandé, pas voulu que nous apprenions la citoyenneté parce que journellement yo vinn citoyen, eh bien, il a renversé ordre établi. Premier obstacle. Deuxième obstacle, on réalise que citoyenneté, si vraiment on peut apprendre la citoyenneté, on ne peut pas l'apprendre sans la vivre. La citoyenneté, ça s'apprend et ça se vit. Ou pas capable d'apprendre un petit monde, l'elvin grand pour la voter dans le pays, pour la voter dans l'élection dans le pays, si il pas jamais les élections moun lever paisiblement à voter, si il pas jamais ou pas qu'à apprendre ni propter, si depuis le tout petit la pleuvé bon la kaili, c'est pile fatra qui servi adresse. Donc comme on ne peut pas vivre ça dans un pays comme Haïti, donc on ne peut pas l'apprendre. Ces deux obstacles que ça m'a montré, m'attendre commentaire audio intervenant. OK. Maintenant, je vais essayer de faire une considération que je n'ai pas pu faire dans le cadre de mon exposé, faute de temps. Je dois vous signaler qu'il y a ce qu'on appelle une récurrence des inégalités sociales dans l'histoire de l'éducation en Haïti. Et c'est ce qui va expliquer tous les problèmes sociaux qu'on a en Haïti. Nous parlons que nous sorti depuis la période des Salines, arrivé jusqu'à Christophe et jusqu'à journée jeudi là, nous avons toujours une question d'inégalité devant l'école. Autrement dit, il y a moins de monde qui ont accès pour aller à l'école et surtout des gens qui sont en âge scolaire. Et garder toute étape dans l'histoire de l'éducation ou après que les dominé par ces inégalités sociales. Et surtout ce qu'on appelle les inégalités des chances, qui fait que Pierre peut fréquenter une école et Jacques ne peut pas le faire. C'est ça les inégalités devant l'école. Et pas seulement dans le cas ça, mais capable de tout garder dans le cas question capital culturel tout dans le sens bout Dieu ou après que si moun à cause que li levé non famille côté que pas de bibliothèque pas de conditions qui appropriées à apprentissage la faire dans l'école là li moins performant que ça qui gagne bibliothèque là que ça que parents plus formés hein. Ça c'est ça bout Dieu pour aller inégalité devant la culture. Et du coup, ce qu'on appelle le capital culturel. Mais c'est fait considération ça, c'est pour vous démontrer, lorsqu'on parle de la citoyenneté, on peut tenir compte de cet aspect. Et si on doit tenir compte de cet aspect lorsqu'on parle de la citoyenneté, nous allons laisser regarder que, à travers une question que élève posé, et Diana, c'est que quand on parle de capital culturel, ça donne déjà un certain avantage à celui qui ne détient pas ce qu'on appelle ce capital, un désavantage à celui qui ne détient pas ce qu'on appelle ce capital culturel. Autrement dit, celui qui détient ce capital culturel est déjà favorisé. Et on parle que nous sommes capables de finir l'école, nous toutes, et ceci nous fréquentons même l'école,
nous passer même test d'évaluation dans fin cycle études classiques nous, ça capable arriver que ou passer baccalauréat, li passer baccalauréat, on peut pas regarder au niveau de notes yo passé non, mais on regarder que devant concours qui pral gagner pour l'entrée dans l'université, mais à cause que gon certaines cultures, il te gain sous qui fait que les ballon connaissance générale, ça veut les cultures générales là, il te compte toujours des nouvelles, li brancher, li gain bon, on pas veut citer des chaînes internationales li bail comme ça, mais l'elgon ensemble de dispositifs comme ça, c'est déjà un capital culturel li gain qui fait que le capable plus bon dans concours en passo. Et maintenant il y a un concept que Condorcet a dans les travaux qu'il réalise sur l'éducation, surtout dans un fameux texte qu'on appelle 5 mémoires sur l'éducation. M'a essayé d'attirer attention sur ce concept ça. C'est le concept scolaire c'est le concept élémentaire scolaire. Le concept scolaire élémentaire. Qui ça concept ça veut dire? Même que ou pas fin l'école, ou bien même que nous tous fin l'école, mais gon bagay nous gagne en commun qui fait que même que gon inégalité, mais inégalité en pas criante, c'est que pour me capable choisir un monde pour me voter comme minimum gagne, me connait qui ça pour me faire, me capable faire une réflexion pour me connaître qui ça qui est un bon candidat pour me voter. Ça c'est concept ça même que l'école t'a doit garantir même. Et qui ça qui pral garantir? C'est surtout dans le programme scolaire, j'en nous monter programme scolaire, qui pourra faire que ou tenir compte de origine sociale élève là, qui fait ou pour laisser ouais que si yo te fait ça comme minimum, si yo te respecté comme minimum en de l'école, ça t'a privé que ouais que nous tous pour aller dans concours, puis faut moun t'a réussi dans concours. Si ça te garantit, mais dans façon nous monter programme yo, li différent par rapport avec Jean yo monter texte concours yo. Et comme si li vin étrange par rapport avec ça obali dans concours pour évaluer. Et puis l'autre question c'est peut-on apprendre la citoyenneté? Et puis m'a essayé tout répondre à la question ça, quel type de citoyenneté veut-on apprendre? D'abord question programme yo. Jean programme yo monté, c'est déjà un souci, un projet de société. Parce que ou pas qu'à détacher l'école de la société. Parce que si vous voulez une société qui est meilleure, faut ou monter une série de programmes et une série d'exercices tout pédagogiques qui appropriés, qui capable en quelque sorte façonner type de citoyen ont besoin que l'école pral garantir. C'est ça que fait Dominique Schneiper considérer l'école comme le lieu d'apprentissage de la citoyenneté par excellence. Autrement dit, ou capable d'apprendre moun nan à vivre citoyen par rapport avec ensemble de valeurs que l'école pas dit à inculquer non, mais à transmettre li. Donc, mais surtout dans perspective de pédagogie moderne, côté que la capable de construire savoir ça. OK? Donc en d'autres termes, nous capables d'apprendre au monde vie citoyen par rapport avec ensemble de valeurs qui a dégagé dans le programme scolaire yo. Donc c'est pas un bagage qui est impossible. Maintenant, question quel type de citoyen? M'a regardé dans deux niveaux. Quel type de citoyen ou capable de former un citoyen qui est conséquent, qui vise surtout ce qu'on appelle la transformation de la société. Et qu'on soit tout capable de former un citoyen qui simplement pral reproduit à l'identique les normes sociales ou bien ce qu'on appelle gens société à bouger, ce qu'on appelle le conformisme social. Ou capable d'un citoyen qui est plus conservateur, mais ça va dépendre de façon nous monter programme yo, mon capable d'un citoyen côté que dans l'espace scolaire là, il y a tout un ensemble de savoirs qui sont tout un ensemble de savoirs qu'on appelle de savoirs libérateurs ou bien de savoirs émancipateurs. Et type de savoir ça va le fait que l'orgon citoyen qui apprend comme ça, il est capable plus conséquent, du coup, il est capable de transformer
société, donc résoudre tout problème que société a fait face. Parce que c'est lui, éventuellement, qui prend les présidents, éventuellement, qui prend le député, n'importe qui fonction publique. Donc, dans ce sens, ça, on est capable d'apprendre mon citoyen conséquent ou bien on est capable de former un citoyen qui est conservateur. Maintenant, dit que est-ce que c'est citoyen européen ou bien citoyen haïtien, on est capable pour ensemble de valeurs ou essayer d'adapter en quelque sorte avec réalité autour. OK. Donc, question apprentissage de la citoyenneté, c'est possible. Et surtout, on doit se demander quel type de citoyen qu'on doit former. Est-ce qu'on veut former des citoyens conséquents ou des citoyens conservateurs? Il dit des gens qui ont conservé normaux ou bien former des citoyens qui, plus en quelque sorte, visaient transformer la société. Temps pour vraiment élaborer sur les questions posées. Mais si quelqu'un a besoin d'échanger avec le conférencier, il peut le faire après la présentation. Du coup, on va passer à un deuxième groupe de questions avec d'abord Shakespeare Evans qui va poser une question. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices Radio-Télévision Caraïbe FM et bonsoir à différents panélistes. Et d'abord, je voulais faire une rectification et sur une parole intervenant dit. Dans l'Antiquité grecque, fameux exclu de l'éducation, en fait, exclu de la citoyenneté, pas signifie exclu dans l'éducation. Par exemple, soit lit la République de Platon, ou après Platon dit que aux filles, ils doivent avoir la même éducation que les garçons. Donc, si toutefois pas de lieu pour faire rectification, ça, on va porter référence à moi. Alors, moi, c'est ça que je dit en tant qu'enseignant. Et moi, j'ai une perspective de l'éducation. C'est-à-dire, éducation qui s'allie, c'est formation en génération qui a vieilli, en génération qui a grandi. Alors, si je prends le concept citoyenneté, je dis qu'il renvoie ipso facto à droit et devoir. Maintenant, en perspective de sociologie de l'éducation, je fais appel à Pierre Bourdieu dans la reproduction avec Jean-Claude Passon et les héritiers. Encore, je prends Raymond Boudon avec les effets pervers pour m'essayer de comprendre que l'éducation en tant que mécanisme de mobilité sociale, il crée des citoyens qui pas entrer comme citoyens qui ont joui droit ça effectivement et comme citoyens tout qui comprennent devoir ça. Par exemple, le cas de décrochage scolaire qui est lié avec précarité économique. Des gens qui ont quitté l'éducation, en moyen 1, moyen 2, etc. Alors, moi, une question qui est importante pour moi, c'est comment l'éducation peut permettre aux citoyens, vivre nos citoyens à part entière, non en manque de droits et non en ignorant de ses devoirs. C'est-à-dire un citoyen qui finit l'école, qui a un emploi, c'est-à-dire qui a un droit économique. Un citoyen qui finit l'école, qui a accès à la santé comme un droit de la démocratie qui définit citoyen comme un être qui gagne. Ok, merci pour la question. Maintenant, on va passer à McDonald Orphée qui va poser une autre question. Bonsoir au public de Café Philo, je salue l'intervenant ainsi que modérateur. Alors, parler de l'éducation et citoyenneté dans le contexte actuel, là, je pense que c'est fondamental dans la mesure où nous assistons à un système éducatif qui est grabataire, d'autant plus à un État qui n'a pas fixé des orientations éducatives. Du coup, vous avez une perspective d'État-nation qui est biaisée parce que le concept citoyen n'est pas arrivé émerger. Bien que le modérateur a insinué que l'État a formé plusieurs types de citoyens, mais non. Puisque être citoyen, c'est d'abord être singulier et universel, l'État en panne parce que structure n'est pas réunie pour les former citoyens du tout. Parce que citoyen, ce n'est pas à l'école pour gagner connaissance, mais c'est formé en termes de civilité, en termes d'énergie virile. D'autre part, question ça, il va l'adresser fondamentalement à l'intervenant, puisque dans le cas d'approche, il mettait en phase sur des auteurs tantôt positivistes et phénoménologues comme Kant,
Nous avons connaître en termes savants qui parti pris méthodologique ou en termes d'univers de savoir. Merci. Et la dernière question, c'est Charles Fredo Grandpierre. Je salue intervenant, je salue modérateur pour tant de paroles et pour façon de comprendre le sujet à traiter et compréhension de partager avec le public là et avec l'auditoire Café Philo. Moi-même, ça qui véritablement intéressé, c'est ça que nous vivons chaque jour. Et si nous avons, et Rav Jean-Baptiste, il dit fabriquons le collectif. Ça veut dire que nous rendons compte que nous avons un État et que nous devons changer l'État, nous devons faire un bagage positif. Donc, il y a un problème. Donc, c'est ça qui fait que des jeunes, ce n'est pas toujours anciens qui parlent, gens qui sont censés détenteurs de savoir dans le pays, qui ont tout bagage que les jeunes ne peuvent pas parler. C'est ça qui fait que nous avons des jeunes qui sont là. Et un professeur qui était là, qui était écrit un article, Fritz Dorvilliers, qui dit allons-nous-en, bamonos, et quitter le pays ça, en Algérie, par rapport à l'expérience personnelle, monsieur te vive, donc sentiment personnel. Lionel Touré, heureusement, tu as répondu, monsieur, dit on repense citoyenneté ça par rapport avec des gens qui pensaient que le pays ça n'est pas construit des bagages sérieux. Eh bien, il y a des gens qui pensaient que intervenants qui, justement, avec un pile référence, manquaient poser problème à mon avis, même félicito. Félicito parce que érudition là, mais on chita sous vrai problème yo, parce que problème yo on traité yo sérieusement. Ouais, quand me vini me dire, un professeur qui dit allons-nous-en. Mais qui côté nous aller? C'est nous pour résoudre, qui pour ranger le pays. Moi-même, là, le problème d'État a passé dans le pays. Et que tout étudiant école normale dans Master 2. Et puis, Paris 8 mandé pour y aller en France, pour y aller faire Master. Je me dis non, m'a prêté. M'a prêté pour grand le professeur qui mourit. Jimmy Petchot dit l'a prêté. Grand le professeur qui mourit. Et bien, nous allons aller. Et bien, nous-mêmes, nous là, nous avons fait ça, nous avons fait. Vous comprenez? Mais côté nous pour aller. Et comme ça, nous avons pris l'éducation dans le pays, nous avons fait ça pour nous faire. Donc, je dis non, monsieur, félicitations pour le travail. Ok, merci. Maintenant, Rubens, 5 minutes pour répondre à ces questions. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je vais répondre à la question disant que est-ce qu'on peut former des citoyens sans devoir? Je vais considérer surtout la conception habermasienne de la citoyenneté. Dans la conception habermasienne de la citoyenneté, il y a ce qu'on appelle la responsabilité de l'individu. Et si on parle, selon Habermas, de la citoyenneté, on doit nécessairement baser cette citoyenneté sur ce qu'on appelle le sens de la responsabilité de cet individu. Et si on parle de responsabilité, on parle du coup de ce qu'on appelle un certain nombre de devoirs qui sont capables de relier avec question responsabilité ça. Donc si mal est dans perspective Habermasien, nous pas qu'à former citoyens sans que citoyens pas compte devoir. Et c'est ça même qui fait que la Habermas concept citoyenneté, théorie liée même sous citoyenneté, les plus politique, les plus grande dimension politique. Donc, on pas qu'à parler de citoyenneté sans qu'on pas parler de responsabilité, du coup, devoir citoyen. Donc, si je réponds comme ça avec Habermas, je dis que n'a formé citoyen dans ce sens habermasien, il n'est pas capable responsable, il n'est pas capable contre droit, il n'est pas capable contre devoir avec Habermas. Donc, question apprentissage de la citoyenneté, il possible, surtout dans deux dimensions, ça a question droit et devoir. Donc, c'est tout à fait un bail qui est possible. Donc, nous, mais malheureusement en Haïti, ça qui arrive, c'est que nous pas des programmes scolaires qui vraiment visaient la formation citoyenne, qui en quelque sorte
un citoyen qui était plus émancipateur, un citoyen qui était plus contre de voile, un citoyen qui était capable plus, en quelque sorte, émancipé. Donc ça fait que, ou capable de dire très clairement, dans le cas d'Haïti, où il y a des citoyens qui par contre de voile par rapport avec une série de bagages qui ont passé dans la société. Hein. Donc c'est normal, mais ça ne veut pas dire c'est impossible. Selon Habermas, c'est tout à fait possible. Parce que l'autre dimension politique qui gagne dans l'interprétation Habermas de la citoyenneté, qui repose essentiellement sur la responsabilité, c'est possible, c'est tout à fait possible. Et l'autre question, c'est est-ce qu'on peut, quelle méthode que j'ai choisie? M'a dit nous que moi, je suis dans la perspective de Bernard Chalot, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la sociologie du sujet. Donc, sociologie du sujet, il n'est pas garder individu en même genre que, ou t'as dit, qui influencé, qui n'ont perspective de déterminisme social, genre, bon, philosophe, mais à la fois sociologue, parce qu'il travaille au même de Kaim. Il a parlé de déterminisme social, il démontre que qui une société est capable de façonner individu, c'est déterminisme social, pas là-dedans. Plus dans la sociologie du sujet qui gardait élève là capable prendre comme sujet libre pour le penser, libre pour le passer de tout en quelque sorte de exigence moment ou bien exigence société et du coup il est capable au lieu que il conformer la société, il est capable de transformer la société. C'est ça que fait, je choisis méthode ça, la sociologie du sujet. Je choisis méthode, je choisis théorie d'abord, la théorie du rapport au savoir, mais surtout une méthodologie qui est assez intéressante, c'est question sociologie du sujet. C'est la fin de cette causerie. Nous vous remercions pour votre présence. Nous remercions également la radio-télévision Caraïbe qui a fait le déplacement pour cet événement. Merci à notre conférencier Ruben Augustin. À très bientôt pour un nouveau numéro. Merci. Pas laisser yo blesser, pas laisser yo blesser. Nous c'est un seul père descend en bacal à ma chambre. Et puis moi, c'est même butin, c'est même butin. Ni ça qu'a fait plein des autres pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout bitin brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté, j'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer.